actuellement au chômage là? Comment ça va le moral? Ces derniers temps, le chômage est en train de devenir une trend sur TikTok. D'un côté, on s'échange sans vergogne tous les secrets qu'un conseiller France Travail n'oserait jamais te révéler. Si vous avez un chômage, c'est que vous avez travaillé dur pour ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des règles. Bref, du coup, voici 4 solutions pour te faire licencier. Et sans ça, t'as pas droit au chômage. Et donc l'objectif de cette démarche-là, c'est de te permettre d'avoir 2 versements de Pôle emploi pour débuter ton voyage. Et de l'autre, on a des réactions, disons, toujours pleines de nuances. Des pros du chômage qui connaissent toutes les astuces, et ben ça ne motiverait pas forcément à se bouger pour retrouver du travail. Donc ces gens ne comprennent pas qu'à abuser comme ça du système, ils le font exploser. Alors, comment en est-on arrivé là? Qui sont ces jeunes qu'on accuse de mettre en péril notre système de chômage à cause de leurs vidéos TikTok? Leurs revendications sont-elles légitimes? Et pourquoi ils et elles font l'objet de critiques aussi virulentes? Un grand nombre de parasites qui utilisent le système pour en profiter. Et ben aujourd'hui, j'ai décidé d'enquêter sur ces créatrices de contenu d'un nouveau genre qu'on appelle désormais les influx chômeurs. Pour cette vidéo, 4 de ces influx chômeuses ont accepté de me raconter leur parcours. Bonjour, je m'appelle Capucine. Salut, je m'appelle Elia. Moi c'est Léa. Je m'appelle donc Chloé Dupin. Et Claire Vives, une sociologue experte de la question, nous expliquera comment tout ça s'inscrit dans la problématique plus large du chômage des jeunes. Moi je suis sociologue, je suis pas là pour dire aux gens ton comportement est bon, ton comportement est mauvais. Alors, les influx chômeurs sont-ils des profiteurs qui abusent du système ou bien des lanceurs d'alerte qui bouleversent notre vision du chômage? On vous a trop appris à être des subordonnés des moutons et pas assez avec des bad bitches. Tout commence le 4 juillet 2021 quand le youtubeur américain Cameron Geller publie cette vidéo. I used to go to work every day, but that was before I discovered unemployment. Cette parodie de publicité pour la vie au chômage va devenir virale sur TikTok et donner naissance à une tendance dans laquelle ne pas avoir d'emploi devient quelque chose de stylé. With unemployment, you get to leave behind the grind of having a job for the small sacrifice of not making a living. Plus, with a lack of career, you might also experience a lack of purpose, which is going to leave you with a ton of free time. Aujourd'hui en France, le hashtag chômage sur TikTok regroupe plus de 38 000 vidéos qui cumulent 573 millions de vues. Et c'est dans un article de janvier 2024 que le journaliste David-Julien Ramil utilise pour la première fois le terme d'influx chômeur pour désigner les personnes qui sont ou ont été au chômage et qui créent du contenu autour de ça sur les réseaux sociaux. Il s'agit évidemment d'une contraction entre influenceurs et chômeurs. Pour ce qui est de influenceurs, ça ne désigne pas forcément des gens qui ont une grosse audience, puisque la majorité des vidéos dont on va parler ont été produites par des petits comptes amateurs. Et pour ce qui est de chômeurs, si on prend la définition de l'INSEE, ça désigne l'ensemble des personnes de plus de 15 ans privées d'emploi et qui en recherchent un. Et pour commencer, je vous propose de démarrer par une plongée dans ces milliers de vidéos qu'on trouve derrière le hashtag chômage sur TikTok. Quel type de vidéos on y trouve? Qu'est-ce que les gens s'y racontent? Mais surtout, comment le chômage a pu devenir un lifestyle stylé? J'essaye de romantiser mon chômage parce que c'est pas facile tous les jours, donc je monte une petite journée dans ma peau. Je me réveille à 8h du matin. Non, je rigole, pas du tout, à 11h30. Et comme je suis payée à dormir, c'est très fatigant. J'ai vu que tu voulais arrêter de travailler, j'ai vu que ça fait 2 jours que tu y allais déjà plus. Tu te poses les bonnes questions mais tu hésites. Petite vidéo pour te montrer que le chômage c'est génial, avec un petit coaching personnalisé par rapport aux questions que tu te poses. Bon, les premières vidéos qui ont retenu mon attention sont surtout des vidéos humoristiques. On retrouve aussi bien des parodies de coach en ligne que de morning routine de clean girl. Forcément, il y a un côté jouissif de les voir s'attaquer frontalement aux clichés qu'on projette habituellement sur les chômeurs. Selon une enquête Elab, un demandeur d'emploi sur 3 déclare affronter la critique au quotidien. On me méprise, on me dit que je suis un assisté, on me dit que je suis paresseux. Les influx chômeurs semblent vouloir prendre leur revanche sur ces clichés en retournant le stigmate et en faisant un lifestyle enviable, synonyme de temps libre, de liberté et d'introspection. Quelle journée productive et fatigante. Le hashtag chômage semble être une sorte de safe zone dans laquelle on peut s'exprimer librement sans être jugé ou culpabilisé pour ses échecs. Cette vidéo c'est uniquement pour les chômeurs. J'en suis un, mais c'est très récent. Du coup j'aimerais avoir l'avis des anciens. Est-ce que vous aussi vous commencez à avoir la sensation que vous allez jamais trouver un travail ? Genre vraiment je commence à désespérer. Je m'étais dit je fais maximum 6 mois, d'ici là j'aurais trouvé un truc et là ça commence à traîner. Échec professionnel ou scolaire pour les plus précoces. Pas de mec, pas de meuf, échec amoureux. Échec familial sous tous les sens du terme. Même dans les commentaires, il y a assez peu de relous et la grande majorité des gens ont l'air bienveillants.
Au bout de quelques vidéos, on se rend vite compte que les influx chômeurs s'unissent autour d'ennemis communs. Et le premier d'entre eux, ce sont les employeurs qui ghostent les candidats. J'ai postulé à des dizaines, des centaines d'offres d'emploi. On m'a jamais appelé pour ne serait-ce qu'un entretien. Demain, ça fera 2 semaines que j'ai passé l'entretien final en présentiel et 2 semaines depuis lesquelles je n'ai pas de nouvelles. Tu fais l'effort de te déplacer chez le recruteur, tu fais un entretien, tu prends ton temps, ils sont même pas foutus de te donner une réponse, genre ils te ghostent. Je trouve que c'est la pire des choses à faire. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce manque de réponse. Comme par exemple les process de recrutement rallongés jusqu'à l'absurde. 3 phases d'entretien pour le recrutement, c'est juste pour distribuer des flyers. Mais ça peut aussi être dû au logiciel que les entreprises utilisent pour trier automatiquement les CV. Selon la plateforme Hello Work, 46% des entreprises françaises et 99% des entreprises états-uniennes utiliseraient ce type de logiciel ATS. C'est un logiciel de recrutement qui peut trier les CV avec l'IA, ok? Donc c'est pour ça que t'as des réponses automatiques genre à minuit où t'es là genre mais attends, les RH elles travaillent pas? Non, elle travaille pas, mais ATS il travaille, t'inquiète pas. Avec un algorithme de scoring qui se base sur un système de mots-clés et de critères d'exclusion, il suffit qu'un profil sorte un peu des clous pour qu'il passe à la trappe. Et si c'est ça, la bonne nouvelle c'est que tu peux agir dessus grâce à CV Reader, le sponsor de cette vidéo. CV Reader, c'est justement une de ces solutions utilisées par les entreprises pour trier automatiquement les CV. Mais le gros avantage, c'est qu'ils ont développé un service 100% gratuit et accessible à tous les demandeurs d'emploi. Il te suffit de drag and drop ton CV sur leur site pour voir les informations retenues par les recruteurs qui utilisent ce type de logiciel. Ensuite, tu peux corriger ce qu'on appelle le parsing pour que les données soient correctement extraites et créer un CV compatible avec les outils de recrutement. Donc avant de candidater quelque part, je te conseille vraiment de faire ce check pour éviter de te retrouver à envoyer ton CV dans le vide. Je vous mets un lien dans la description et merci à CV Reader d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le deuxième ennemi commun des influx chômeurs, c'est évidemment France Travail. Alors que c'est censé être un service public chargé d'accompagner les chômeurs vers un retour à l'emploi, plus de la moitié des offres postées sur le site de France Travail seraient bidons. C'est-à-dire soit frauduleuses, soit illégales au regard du code du travail, ou bien n'existeraient simplement pas. Je suis épileptique, donc je pense que tout le monde visualise à peu près ce qu'est une crise d'épilepsie. France Travail est parfaitement au courant de ma situation de santé. On m'a proposé 2 formations. La première, c'est pour être gendarme, et la deuxième formation qu'on m'a proposée, c'est d'être maître-nageur sauveteur. Si je fais une crise d'épilepsie dans l'eau, je me noie. Ils mettent des petits papiers dans des petites boîtes, et hop, ils tournent, et chouk. Et toi, hop, tu vas faire cariste. Les jeunes chômeurs sont donc nombreux et nombreuses à se sentir abandonnés et donc à chercher du soutien et des conseils ailleurs. Et notamment sur TikTok, qui devient une véritable mine d'or de conseils et d'astuces en tout genre. Coucou les chômeurs, alors c'est pour vous dire de ne pas oublier, aujourd'hui on est le 28, on répond non, 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 oui et validé. Ça va du simple rappel à s'actualiser sur France Travail, à des trucs assez spécifiques, voire même très techniques. Comme vous étiez en alternance, vous avez le droit de casser les droits d'option d'avant pour obtenir les nouveaux. Donc yes. Et parmi tous ces conseils, la thématique qui revient le plus, c'est la lutte contre le troisième ennemi commun des influx chômeurs, peut-être le pire d'entre tous, l'isolement et la solitude. C'est pas facile tous les jours, mais je pense pas être la seule dans ce cas. Donc si jamais vous vivez un peu la même chose, n'hésitez pas à faire un petit coucou, juste pour qu'on se soutienne, qu'on se motive et montrer à ceux qui se sentent seuls, qui sont au chômage depuis longtemps et qui pensent que ça n'arrive qu'à eux, qu'on est beaucoup à être dans ce cas. Et j'avoue que ça m'aiderait de lire les états d'âme de personnes qui sont dans la même situation que la mienne. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça va, où est-ce que vous en êtes dans votre chômage et votre recherche d'emploi. Selon un rapport de l'Observatoire national du suicide, 30% des chômeurs songent sérieusement au suicide contre 19% des actifs en poste. Derrière toutes ces vidéos qui ironisent sur le chômage, on trouve donc une jeunesse en galère qui tente à la fois de s'entraider pour pallier au dysfonctionnement de France Travail, mais aussi de se soutenir afin de ne pas se sentir seul dans une épreuve qui peut pousser à l'isolement. De là naissent des communautés qui parfois dépassent le virtuel. Salut, je m'appelle Elia, j'ai 26 ans, je vis à Paris et j'ai été au chômage pendant 8 mois avant de finir par trouver un CDI. C'est le cas d'Elia qui a accepté de me raconter comment une communauté d'entraide entre femmes au chômage est née à la suite d'une de ses vidéos sur TikTok. Ce jour-là, j'avais juste fait une vidéo où je parlais même pas, mais j'avais juste écrit que c'était un peu dur certains jours de se lever quand on était au chômage. C'est une des vidéos de mon TikTok qui avait le plus fonctionné parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui commentaient et qui disaient en fait ouais, moi je me sens vraiment hyper seule, c'est vraiment dur. Je me suis dit pourquoi pas proposer pour celles qui sont à Paris d'aller en petit groupe dans des cafés pour prendre un café, pour postuler, avoir juste du monde autour. Enfin je sais pas, je me dis que ça peut être pas mal. S'il y a ne serait-ce que 30 personnes
personnes qui se sentent un peu comme ça. On fait un groupe, on en parle et puis ça va aider. Le groupe est ouvert, le bon lien est enfin dans ma bio. Au bout d'1 heure de création, il y avait 100 personnes dedans. 2 heures, 200 personnes. Et en fait, le lendemain matin, au réveil, il y avait 800 demandes. Et là, en fait, je me suis dit, waouh, il y a eu une rencontre par semaine. Tu sais, je me rappelle, on est allé à la Felicita, dans des cafés, dans des musées, on est allé à Versailles. Enfin, on a fait pas mal de trucs. Et c'était fou. Enfin, en fait, c'était fou de faire le passage du virtuel à oui, ce serait trop bien de faire un groupe. Ah, en fait, on se rencontre vraiment. Donc derrière toutes ces vidéos, toutes ces vues et tous ces commentaires, on trouve donc beaucoup de gens qui cherchent à ne pas être seuls. C'est d'ailleurs toujours émouvant de voir les gens prendre le temps de publier une dernière vidéo d'adieu le jour où ils ou elles ont retrouvé un emploi. Il se pourrait que j'ai quitté le FC Chômage. Après des mois d'une relation plus que stable, peut-être la plus stable que j'ai connue. Je pense à un sentiment d'appartenance parce que c'est des personnes avec qui on a aussi beaucoup échangé pendant une courte période mais qui a été très intense, je pense aussi pour beaucoup émotionnellement. En tout cas, je te laisse sur ça. Bravo à toi pour ton premier pas vers le chômage et je te souhaite une bonne sieste. Salut! Une fois qu'on a dit tout ça, on n'a toujours pas répondu à une question essentielle. Qui sont ces influx chômeurs? Parce qu'avec toute cette bienveillance, on en oublierait presque qu'on est là pour voir si on n'a pas affaire à des parasites qui abusent du système. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus afin d'établir une sociologie de ces créateurs et créatrices de contenu. En enchaînant les vidéos, on se rend assez vite compte d'un truc. La plupart des influx chômeurs semblent être de jeunes diplômés qui ont le seum de se retrouver au chômage avec un bac+5. On a tous des putains de bac+5, on a tous payé nos études, qu'on a tous un putain de prêt étudiant. Je suis très énervée. En fait, là, je cherche du taf de juriste et je me dis que peut-être que si j'ai le barreau, j'aurai moins de mal à trouver du travail. En fait, aujourd'hui, avant de se stabiliser dans l'emploi et décrocher son premier CDI, même les plus diplômés d'entre nous doivent passer par un certain nombre d'étapes qui ne cessent de se rallonger. Avec la multiplication de différentes formes d'expérience, que ce soit le stage, le service civique, l'apprentissage, le CDD, qui rallongent la période avant stabilisation dans l'emploi. Avec un chômage qui repart à la hausse en France, on s'y attendait, mais les chiffres sont plus mauvais qu'attendus. Et c'est la plus forte remontée du chômage en France en une décennie, toujours particulièrement marquée chez les jeunes de moins de 25 ans. Et donc, forcément, quand la conjoncture se retourne, comme il n'y a pas de création d'emplois et même de la destruction d'emplois, c'est ceux et celles qui étaient au moment d'entrer sur le marché du travail et de s'y stabiliser qui vont payer les conséquences de cette conjoncture défavorable. Léa est une de ces influx chômeuses qui a le profil typique de ces nouveaux chômeurs surdiplômés. Moi, je me suis retrouvée au chômage à la suite de mon alternance de Master 2. Avant ce Master 2, j'avais déjà un premier Master et entre-temps, j'avais fait une année de stage. C'était déjà compliqué à ce moment-là et c'est pour ça que j'avais fait le choix de faire un deuxième Master parce qu'il y avait la possibilité d'avoir l'alternance. Et j'avais en fait vraiment espoir en me disant, bon, j'ai quand même 2 ans d'expérience après ça. Mais à chaque fois, c'était la même réponse qu'ils prenaient quelqu'un avec plus d'expérience. Et donc, j'étais vraiment coincée parce que je me disais, bah, j'ai joué toutes mes cartes, j'ai fait tous les stages possibles, j'ai fait l'année d'alternance, je vais pas refaire une année d'alternance et un 3e master, ça n'a aucun sens, quoi. À force de voir des bac+5 au chômage, on pourrait commencer à se demander si ça sert encore à quelque chose de faire des études. Et ben, en discutant avec Claire Vivès, j'ai réalisé qu'il fallait faire 2 précisions importantes pour éviter de tomber dans ce genre de lecture trop simpliste. La première chose, c'est que quand on regarde ces chiffres du chômage, et ben les jeunes diplômés dont on parle jusqu'ici ne font pas partie des 17,2% des 15-24 ans au chômage. Dans cette catégorie, ce ne sont pas des étudiants, mais bien des actifs qui cherchent à travailler. Ceux et celles qui sont actifs dans cette classe d'âge, ça va être les moins diplômés. C'est un effet de mathématiques. Si à 18 ans vous êtes au chômage, c'est forcément que vous n'avez pas fait d'études supérieures. Si t'es étudiant, et notamment si tu termines un bac+5 autour de tes 23-24 ans, et que tu te retrouves au chômage après un stage ou une alternance, tu vas plutôt être comptabilisé dans cette catégorie-là. Et la seconde précision, c'est que contrairement à tous ces discours qui disent que les études ne serviraient plus à rien, les statistiques montrent que les diplômes restent une des protections les plus efficaces contre le chômage. Et comme le diplôme, c'est la caractéristique qui protège le plus du chômage, forcément, ça va expliquer cette part importante du chômage chez les jeunes. En fait, il faut toujours se souvenir qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses, et que les 15-24 ans ne seront jamais un groupe social homogène. Et pour s'en rendre compte, il suffit de parcourir les débats qu'on trouve dans les commentaires de ces vidéos. Mais arrêtez, le chômage c'est trop bien. On a tout le temps du monde pour faire des choses qui nous plaisent. Sauf quand on n'a pas d'argent. La vie est belle quand on n'a pas de loyer à payer. Alors oui, mais moi j'ai pas le droit au chômage, donc je suis dans la D. Je trouve cette précision importante parce que le risque de cette lecture trop simpliste, c'est de se retrouver à invisibiliser l'extrême précarité d'une bonne partie des jeunes. Selon l'Observatoire des inégalités, près de la moitié des personnes pauvres ont moins de 30 ans. Mais parmi les moins de 30 ans, les gens qui ont fait des études restent majoritairement celles et ceux qui s'en sortent le mieux. Alors est-ce que les influx chômeurs sont des jeunes privilégiés qui
qui se plaignent pour rien. Et bah c'est encore une fois en me perdant dans les commentaires que j'ai trouvé une piste de réponse à cette question. Ces dernières années, beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans les secteurs professionnels de la communication et du marketing digital. On a vu émerger plein de nouvelles formations pour répondre à la demande des étudiants et aujourd'hui, les jeunes diplômés se bousculent pour trouver du taf. Dans le contexte actuel, l'attractivité des secteurs de la communication et du marketing se renforce à un point tel qu'une concurrence écrasante s'impose à tous les nouveaux candidats arrivant sur le marché. Sur les job boards, c'est la jungle, on se rue tous sur les mêmes offres. Lorsqu'on tombe sur une proposition de poste et qu'on voit qu'en étant été publiée la veille, il y a déjà des centaines de candidatures, c'est décourageant. Ce n'est donc pas surprenant que les jeunes diplômés des secteurs de la communication et du marketing digital remettent en question leurs études. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tomber dans la caricature en disant que les études ne servent plus à rien. On l'a vu, avoir un diplôme reste statistiquement une des meilleures protections contre le chômage. Cependant, on peut pas non plus réduire les influx chômeurs à des jeunes privilégiés qui se contenteraient de se plaindre en attendant que quelqu'un vienne les aider. Beaucoup expliquent justement tenter de trouver d'autres solutions pour s'en sortir par eux-mêmes. J'ai fait un master, j'étais en alternance. J'ai eu mon diplôme, j'ai signé un CDI, j'étais fière. Et puis un jour, mon boss m'a dit « On n'a plus les moyens ». Bref, je suis au chômage. Et là, je me suis demandé ce que je voulais vraiment, un nouveau CDI ou juste un peu de courage pour me lancer à fond en freelance et développer mes projets. Alors est-ce que c'est parce que beaucoup viennent de la communication et du marketing digital que naturellement, ils et elles se sont retrouvés sur TikTok ? Je sais pas. Mais en tout cas, face à un marché du travail qui semble bouché et une recherche d'emploi souvent dysfonctionnelle, certains envisagent l'entrepreneuriat et même la création de contenu comme une alternative. Une sorte de troisième voie qui leur permettrait de s'en sortir par eux-mêmes. J'ai été diplômée de mon master en septembre et depuis j'ai pas repris de travail en entreprise. Je dis que je suis au chômage mais j'ai ouvert mon auto-entreprise donc avec les réseaux. Bonjour, je m'appelle Capucine, alias Gigi sur les réseaux. Capucine est l'incarnation parfaite de la success story dont rêvent beaucoup de jeunes chômeurs en se lançant sur TikTok. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie, j'ai 26 ans, je suis au chômage et je viens de retourner chez mes parents. Je suis au chômage depuis 5 mois et j'en ai officiellement marre. Et en fait, c'est mes 2 premières vidéos qui ont extrêmement bien marché et donc je me suis fait rémunérer très rapidement. En 1 an et demi, depuis que je suis sur la plateforme, on est entre 9 et 10 000 euros sur TikTok pour 40 millions de vues. Et ça a été un très bon complément de revenu au début, au point où en fait je touchais plus le chômage, donc je décalais mon chômage. Ce qui m'a permis d'avoir un chômage qui était très très long. Sauf que se lancer dans l'entrepreneuriat et la création de contenu sont par définition bien plus risqués que le salariat. Non seulement ces métiers ne conviennent pas à tout le monde, mais c'est un modèle particulièrement injuste et cruel. Je me dis tout le temps ouais les réseaux c'est bien un temps, en plus c'est hyper instable donc j'ai l'impression que je pourrais jamais vraiment en faire mon métier tu vois. Mes vues sont hyper basses depuis quelques jours, vraiment mon TikTok est en train de flop, je comprends pas pourquoi. Je m'accroche vachement à ça parce que c'est tout ce que j'ai dans ma vie en ce moment. Est-ce que tout le monde peut se lancer et peut y arriver? Il y a beaucoup de chance. Je vois tellement de créateurs de contenu qui sont hyper talentueux, qui font des trucs de dingue, des vidéos de dingue, qui ont pas de vues. À force d'enchaîner les refus, certains jeunes diplômés préfèrent partir tenter leur chance à l'étranger. C'est le cas de Léa qui, en voyant ses économies fondre à cause du chômage parisien, a choisi de partir en PVT au Pérou. Je trouvais ça pas très juste, tu vois, parce que je me disais, bah, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait toutes les écoles que je pouvais faire, et donc je me suis dit, autant tenter ailleurs. Et donc je suis partie au Pérou parce que je connaissais déjà un petit peu l'Amérique latine, et en plus je surfe et je savais qu'on pouvait surfer au Pérou, donc voilà. Je suis en fait du travail, finalement il y en a partout. Pas forcément dans le domaine pour lequel tu as bossé voilà, jusqu'au master ou même les stages ou peu importe. Mais voilà, il y a d'autres opportunités qui sont très bien et qui t'apportent d'autres choses. Si les influx chômeurs ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des jeunes, ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas le droit de se plaindre ou qu'ils seraient pas sincèrement en galère. Une bonne partie essaie juste de faire au mieux avec les outils à leur disposition. De plus, l'ampleur du hashtag chômage tant en termes de vues que de nombre de commentaires montre que cette question intéresse une audience qui dépasse largement les jeunes diplômés. Et maintenant qu'on a dit ça, on peut s'attaquer aux vidéos des influx chômeurs qui font scandale jusque dans les médias nationaux. Et donc, on va répondre à la question qui fâche, est-ce qu'on a affaire à des jeunes privilégiés qui inciteraient leur audience à abuser de notre système de chômage? Bref, du coup, voici 4 solutions pour te faire licencier. Je te donne 3 conseils pour te faire licencier de manière très efficace. Par exemple, tu peux refuser de travailler, tu dis à ton boss, bah non, j'ai pas envie de faire ça. Arrive en retard. Tous les matins. Tu prends des pauses de 2 heures, 2 heures et demie. Insulter tes collègues ou ton manager, ça peut être une faute. Et donc, tu peux être licencié. Un tips qui marche très bien, moque-toi de ton manager devant le reste de ton équipe. Et au bout de 2 avertissements, il y aura une mise en demeure préalable pour un licenciement. Et là, tu sauras que tu as atteint ton objectif. Félicitations, tu vas avoir droit au chômage. Alors, si ces vidéos nous choquent ou peuvent paraître un peu provoques, c'est qu'elles présentent le chômage comme une stratégie volontaire. Non plus comme une situation subie, mais comme un choix. Et ça, vraiment, il y a des gens qui ne supportent pas l'idée. Une
une chef parasite qui vous explique comment faire en sorte de devenir un chômeur professionnel. D'utiliser, d'abuser bien comme il faut du système. Bon alors j'avoue qu'en découvrant ces tutos, je me suis dit qu'ils allaient être durs à défendre. C'est quand même chelou d'inciter les gens à arriver en retard ou à insulter leur manager. Pourtant, encore une fois, il y a beaucoup de confusion autour de tout ça. Et tu vas voir qu'en dépassant nos idées reçues, on peut déconstruire certaines de ces critiques. Déjà, la première condition pour que cette critique soit valide, c'est qu'il faudrait que ces jeunes touchent le chômage. C'est-à-dire qu'ils ou elles reçoivent de l'argent de la part de France Travail. Alors, première question, les jeunes reçoivent-ils de l'argent de France Travail? Globalement, non, c'est pas vraiment le cas. Faut savoir que du fait de leurs difficultés d'insertion dans l'emploi, de l'omniprésence des contrats précaires ou du recours massif à l'alternance, la grande majorité des jeunes sont pas ou alors très mal indemnisés. Le coût de leur non-emploi n'est en réalité pas supporté par France Travail, mais la plupart du temps par leurs propres ressources. Comme je te disais, je m'étais donné un délai quand j'étais au chômage. Mon délai, c'était à peu près 6 mois pour que justement que je flambe pas toutes mes économies parce que j'avais mis un petit peu de sous de côté. Mais ouais, le chômage, je pouvais en vivre quand même, mais je pouvais pas payer toutes mes charges, quoi. J'avais assez de côté pour compenser avec le chômage. Si j'avais eu que le chômage, j'aurais galéré et j'aurais pris un job direct. Enfin, j'aurais pris un job en alimentaire ou quoi pour pouvoir justement vivre. Je suis retournée vivre chez mon père. J'ai vraiment sonné. Salut, je reviens à la maison. Faut savoir que selon une étude de la Fondation Logement en 2024, 1,3 million de jeunes salariés continuent d'habiter chez leurs parents. Pas des étudiants, mais bien des jeunes qui travaillent. Donc, avec l'allongement de la période d'insertion et l'enchaînement de contrats courts et précaires, les jeunes chômeurs sont mécaniquement celles et ceux qui sont le moins indemnisés. Ensuite, deuxième condition pour que la critique soit valide, il faudrait que les jeunes puissent trouver du travail. Et donc, deuxième question, les jeunes peuvent-ils trouver du taf? Et ben là non plus, c'est pas ouf. Pour sortir de cette question de la responsabilité individuelle, la première chose à faire, c'est regarder les chiffres. Combien il y a de chômeurs et de chômeuses? Combien il y a d'emplois disponibles? Le déséquilibre est majeur. Alors, en effet, cette infographie de Libération montre assez clairement qu'avec 13 chômeurs pour un emploi vacant, le chômage n'est pas une question de choix individuel. Mais alors, pourquoi les critiques sont aussi virulentes? On a un grand nombre de parasites qui utilisent le système pour en profiter. Eh bien, Cyprien Sini, directeur de l'antenne de la radio RTL, nous donne la réponse à cette question lors de sa chronique sur les influx chômeurs. Eh oui, alors généralement, tout est légal, mais à Bercy, on s'arrache un peu les cheveux parce que voir des vidéos qui cartonnent où l'on explique ça... Je te révèle aujourd'hui le secret que Pôle emploi te cache. Hop, est-ce vraiment moral tout ça? Est-ce vraiment moral? En fait, il semble que ce soit ça la question. Dans le débat public, le chômage n'est pas une question économique ni même sociale, c'est devenu une question morale. Alors qu'à la base, si on a mis en place un système pour indemniser les chômeurs à peu près au niveau du SMIC, c'était pour lutter contre la pauvreté. Dès la fin de 1958, le chef de l'État crée les ACEDIC et l'UNEDIC. Autrement dit, un fonds national destiné au maintien de l'emploi aux environs du salaire minimum. Mais au fil des années, les mentalités ont changé, le chômage s'est définitivement installé et on a commencé à considérer que si les gens étaient au chômage, c'est peut-être parce qu'on les aidait un peu trop. On passe d'une responsabilité collective, secourir les chômeurs et à faire en sorte que les personnes sortent du chômage, à une responsabilité individuelle. Et cette responsabilité individuelle, elle va tendre à déplacer la question du chômage sur la question de la morale. Est-ce que les gens font tout ce qu'il faut pour sortir du chômage? Est-ce qu'ils sont pas trop exigeants dans l'emploi recherché, dans le salaire? J'entends complètement le côté moral, j'entends que c'est un peu déroutant qu'une RH vienne te dire bon bah tu sais comment tu peux te faire licencier. Chloé n'est pas influx chômeuse à proprement parler puisqu'elle fait des vidéos sur TikTok en tant que RH. Et elle a accepté de m'expliquer quelle était sa démarche autour de ce fameux tutoriel pour se faire licencier. J'avais beaucoup de personnes qui étaient soit des chefs d'entreprise ou des RH eux-mêmes qui étaient un peu horrifiés par ma vidéo en disant mais c'est ça les RH aujourd'hui, non mais c'est n'importe quoi, etc. Eh ben ça ne motiverait pas forcément à se bouger pour retrouver du travail. Ouais, c'est aussi le rôle des RH d'en parler, servir à la fois à l'entreprise mais aussi les salariés, trouver ce juste milieu-là. Et en fait, cette critique en moralité a recoupé un autre discours selon lequel les déficits seraient causés par des chômeurs qui fraudent. Si tout le monde peut, juste par rupture conventionnelle, quitter son emploi et toucher le chômage, c'est une des raisons pour lesquelles l'assurance chômage peut se retrouver en difficulté. En vrai, la raison des déficits des systèmes de protection sociale, c'est pas la question de la fraude, c'est pas la question du comportement des chômeurs et des chômeuses, c'est une question de financement.
individuellement, mais de la même manière qu'on a déplacé des questions collectives sur des questions individuelles, ça s'est fait aussi sur la question du financement en fait. Et donc enfin, troisième condition pour que cette critique soit valide, il faudrait que les influx chômeurs incitent à la fraude, ou au moins à quelque chose de plus ou moins illégal. Troisième question, les influx chômeurs nous incitent-ils à la fraude? Oui, il y a une part de fraude, elle est minime, mais elle existe, extrêmement faible au regard du non-recours. On estime que c'est à peu près 30% des personnes qui ne recourent pas à l'assurance chômage, et ce pourcentage est beaucoup plus élevé chez les jeunes. Si les jeunes n'utilisent pas leurs indemnités, c'est soit parce qu'ils font le choix de ne pas y recourir, parce qu'ils estiment qu'ils en ont pas besoin ou qu'ils vont très vite retrouver un emploi, ou bien simplement parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Et donc inciter les gens à avoir recours à leurs droits s'apparente plus à un retour à la normale qu'à une pratique immorale. Faire valoir ses droits, c'est pas une question morale. Les gens ont des droits et on pourrait transposer ça à la question du droit du travail. Bien sûr qu'il y a toute une partie des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que les gens connaissent leurs droits et donc ils vont tenter de déplacer le discours sur le plan de la morale. Mais c'est un droit. Chacun voit midi à sa porte. Je comprends que il y a des personnes qui soient absolument pas à l'aise avec le fait de faire ça et il y a aucun problème. Et je peux comprendre aussi qu'il y a des personnes qui se disent mais je vais le faire parce que je n'en peux plus et je suis au bord de la dépression et voilà quoi. Mais que font les patrons toute la journée? Ils se partagent les informations sur les niches fiscales, sur les exonérations. Ils ont des conseillers pour ça, ils ont des gens qui payent. Et pareil, sur la question des gens qui décident de prendre une pause, pour le dire comme ça, au chômage, encore une fois, je pense que c'est très important d'insister sur le fait que c'est des profils archi spécifiques et que c'est pas la question du chômage des jeunes, elle est pas là-dessus. Mais si on veut quand même répondre à cette question, pour moi, la réponse, elle est sur le fait de dire c'est illégal. Et pourquoi je choisis la réponse de l'illégalité? C'est parce que je veux pas y répondre sous l'angle de la morale. Moi, je suis sociologue, je suis pas là pour dire aux gens ton comportement est bon, ton comportement est mauvais. La question qui est un peu à la mode en ce moment, c'est de voir comment la génération Z serait en train de bouleverser le monde du travail. Alors, je reviens pas sur le fait que parler de génération, ça n'a pas forcément de sens, qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses, tout ça. Mais si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que j'ai le sentiment que le chômage est souvent le grand absent de toutes ces réflexions sur le travail. En fait, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils travaillent, ne se sentent pas forcément concernés. Pourtant, selon une enquête Elab, 7 Français sur 10 sont touchés de près ou de loin par le chômage. 10% des Français sont actuellement inscrits à France Travail, 49% ne sont pas aujourd'hui inscrits mais l'ont été par le passé, et 10% n'ont personnellement jamais connu le chômage mais ont un proche qui est actuellement demandeur d'emploi. Et ensuite, dans une optique où on chercherait à travailler mieux ou travailler autrement, il faut savoir que plus on détruit notre système de protection chômage, plus on abîme le travail. Le truc, c'est que c'est pas forcément instinctif, mais par exemple, plus on baisse les indemnités chômage, plus on appauvrit les gens qui travaillent. C'est d'ailleurs pas pour rien que les toutes premières caisses de chômage ont été mises en place par les ouvriers eux-mêmes. Les personnes au chômage, si elles n'ont aucune ressource, elles vont venir casser le marché. Si vous avez des personnes qui n'ont pas d'emploi et qui sont pas ou mal indemnisées, forcément elles vont être prêtes à prendre des emplois dans des conditions qui sont pas les bonnes. D'où l'enjeu pour les mouvements ouvriers de couvrir le chômage en fait. Et ensuite, la question du chômage, elle est centrale parce que c'est ce droit qui te permet de choisir ton travail et notamment de pouvoir éviter d'accepter n'importe quoi. J'ai plus le choix de choisir le métier que j'ai envie de faire. Et même ça, j'en suis sûr qu'ils vont pas me prendre 16 ans. Si vous êtes inscrite à France Travail, vous avez l'obligation d'être en recherche active d'emploi. Ce qui ne veut pas dire que vous avez l'obligation de prendre n'importe quel emploi non plus. Le chômage, c'est pensé comme un droit et qui vous permet de chercher un emploi qui correspond à vos qualifications et à vos aspirations. Quand vous vous inscrivez à France Travail, déclarez le métier que vous recherchez et donc on peut pas vous dire allez donc être serveuse. Certes, il y a de l'emploi dans la restauration, mais votre droit au chômage vous protège de cette obligation-là en fait. Donc pour conclure, si certains voient les influx chômeurs comme des parasites qui mettraient en péril notre système de chômage, personnellement je les vois plus comme des lanceurs d'alerte potentiellement un peu maladroits qui ont le mérite de s'indigner contre les dysfonctionnements de notre protection sociale. Défendre un droit au chômage avec des indemnités correctes est donc un combat central pour toute personne qui se questionne sur la manière dont on pourrait rendre le travail moins toxique et moins précaire. Continuez à vous poser des questions, à politiser ce qui vous entoure. Ciao!